Chers téléspectateurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir sur Tandem TV pour un nouveau numéro des grands procès de l'histoire d'Israël, toujours accompagné par notre avocat tandem, Greg Weitz. Bonsoir. Bonsoir Galit. Comment vas-tu? Très très bien. Alors Greg, je suis ravie de te retrouver ce soir pour une émission un peu particulière. Ce n'est pas un très grand procès dont on va parler, mais c'est d'abord une personnalité et une loi. La personnalité, c'est Meyer Lansky, le grand mafieux américain, tu vas nous expliquer ça. Et la loi, c'est la loi du retour. Comment les deux sont liés? Raconte-nous. Tout à fait. Alors la loi du retour, c'est cette fameuse loi qui permet à tout juif de venir habiter en Israël et de devenir citoyen israélien. On ne va pas du tout aborder le sujet aujourd'hui souvent controversé de qui est juif, mais on va parler de certains aspects de la loi qui sont pas moins importants en fait et qui sont des conditions sine qua non pour pouvoir devenir israélien. Donc la base, quand cette loi a été votée par la Knesset en 1950, elle définissait deux conditions essentielles qui sont la personne ne devait avoir fait aucun mal, aucun acte mauvais contre le peuple juif. Et deuxième condition, c'est qu'il ne pouvait pas mettre en danger la santé publique. Donc là, on est en 1950, ce sont les deux conditions qui se passent. Conditions sanitaires et sécuritaires. Tout à fait. Ok. Et quelques années plus tard, en 1954, une troisième condition, et c'est celle dont on va parler un petit peu aujourd'hui, vient s'ajouter aux deux conditions préalablement citées, qui dit qu'une personne qui a un passé criminel ou un passé judiciaire qui peut causer un danger à la société, au public, pourra également être interdit de visa de nouvel immigrant et donc d'Aliyah, exactement, tout à fait. Alors, il y en a eu combien? Ils sont nombreux à s'être vus refuser la nationalité israélienne. Alors, dans l'histoire. Ce refus a été appliqué de manière très limitée durant l'histoire. Il faut bien comprendre que quand on parle de ce genre de décision, il y a tout un système en fait. C'est-à-dire que un candidat à l'Aliyah va venir et si le fonctionnaire en question pense qu'il a un passé judiciaire, ça peut aller dans tous les sens. Ça peut aller quelqu'un qui a des infractions au code de la route ou autre chose, en fonction de la gravité du passé ou en fonction des informations qui vont être amenées à la connaissance du fonctionnaire, il pourra décider. Et là, le candidat en question, le candidat à l'Aliyah, le futur nouvel immigrant, pourra soit dire écoutez, moi ça me plaît pas, je veux aller au-dessus. Il a des recours. Il a un recours administratif au-dessus. Et si ça ne va pas, il y a le tribunal qui va devoir convenir si la décision de l'administration est raisonnable ou non. Donc s'il la casse ou s'il la suit. Tout à fait. Bon, donc voilà. Meyer Lansky, donc on en arrive à lui, arrive en Israël, donc tout le monde le connaît, mafieux américain, new-yorkais. Donc lui, il est d'origine russe. Il arrive aux États-Unis en 1911 à l'âge de 9 ans, de Russie, donc comme on l'a dit. Il devient l'un des chefs mafieux les plus célèbres des États-Unis. Il est même un des chefs du syndicat du crime local et il est spécialisé donc à l'époque de la prohibition, donc dans la vente d'alcool, donc le trafic d'alcool, la prostitution. Il a aussi eu dans le jeu, dans les casinos, etc. Il a été vraiment partout. Et par contre, c'est quelqu'un de très intelligent, qualifié par le FBI de cerveau de la mafia américaine. Et lui, il a fait, en 1970, donc, il débarque en Israël et il est candidat à l'Aliyah. Il veut devenir israélien. Pourquoi? Alors, pourquoi? Il y a déjà plusieurs raisons. Il a un passé. Effectivement, donc, il arrive de Russie aux États-Unis à l'âge de 11 ans. Il devient ce qu'il devient, comme tu as expliqué. Mais surtout, il a une grande relation, une très forte relation avec Israël. Ses grands-parents, ils sont enterrés. C'est un grand donateur
On est avant même la Financier. création d'État d'Israël. C'est un grand donateur financier. Il arrive à amener d'autres personnes à financer avec lui ce projet sioniste qu'est l'État d'Israël. Il y a même des histoires un petit peu plus épicées qui parlent carrément d'une aide complètement folle où il arrive à éviter des transferts d'armes à des pays arabes et au contraire à en amener d'autres à Israël. Par ses connaissances, il bloque l'exportation d'armement vers certains pays arabes. Exactement, donc vraiment c'est quelqu'un qui a une grande relation avec Israël. Une grande influence aussi. Une grande influence et qui a visité Israël pas mal de fois. On est dans les années 70, il a quand même un certain 68 ans. Il est important, il est forcément, on sait qui c'est aux États-Unis, comme tu le dis. Pourquoi est-ce qu'il vient ? Je suppose qu'il sentait peut-être aussi un petit peu... Il voulait essayer de fuir un petit peu la justice et la police américaine. Exactement, même s'il n'y avait rien contre lui. Donc lui, jusqu'à l'âge de 68 ans, aucun casier judiciaire. Pas de... Comme on dit, des crimes mineurs. Oui. Vraiment rien de Même pas des crimes, peut-être même pas des délits. Oui, des délits. Des délits mineurs, des tout à délits fait. mineurs. Et donc, il arrive en Israël, peut-être parce qu'il sent le vent tourner, parce qu'il pense qu'il y a peut-être un problème. Il arrive, il y est pendant quelques bons mois, et c'est là que ça commence un petit peu à poser problème à l'administration israélienne. Et l'administration israélienne va voir deux problèmes assez importants. Le premier, c'est un réel... de nombreuses visites de personnalités, on va dire, criminelles américaines qui viennent rendre visite à M. Lansky. Ici en Israël. Ici en Israël. D'accord. Et ça, ils ont commencé à se dire, c'est pas très bien, on n'aime pas trop ça, on n'a pas envie que Lansky vienne transférer en fait ses affaires des États-Unis en Israël. Ça nous intéresse pas trop. Et puis, je suppose, et là c'est qu'une supposition de ma part, qu'ils n'avaient pas trop envie de s'embrouiller non plus avec les autorités américaines. Et donc, on va arriver à un moment donné où il ne peut pas rester ici ad vitam aeternam sans avoir un statut officiel en Israël. Et il va faire une demande d'Aliyah, de nationalité. Tout à fait. Nationalité israélienne. Donc là, on suppose aussi que les autorités américaines interviennent aussi peut-être auprès d'Israël parce que bon, voilà, c'est comme tu le disais, c'est pas n'importe qui, c'est une personnalité quand même connue, controversée, et son dossier va arriver jusqu'au ministre de l'Intérieur, ce qui est rare pour une demande d'Aliyah en général. Exactement. En fait, l'autorité, les administrations israéliennes avaient déjà prévu un petit peu le coup. Ils suivaient bien évidemment Lansky, c'est un personnage quand même assez important, donc ils savaient pertinemment qu'il se trouvait en Israël. Ils supposaient aussi qu'il allait faire une demande, et ils essayaient déjà en amont de trouver les arguments suffisants pour pouvoir refuser son aliyah, son immigration en Israël, des arguments qui seraient suffisamment forts pour passer ce qui s'appelle l'examen du tribunal. Donc, au départ, effectivement, le ministre de l'Intérieur, Bourg, à l'époque... Bourg, à l'époque. Première ministre, c'est Golda Meir. C'est Golda Meir, tout à fait. Et Bourg, il se dit, mais j'ai pas grand-chose en main. En fin de compte, son casier est vierge, il a quelques petits délits mineurs. Ça passera jamais au tribunal. Ouais. Et là, c'est le FBI qui intervient, qui rentre en lice et qui vient donner suffisamment d'informations officielles et confidentielles au ministre pour qu'il puisse appuyer de manière claire son refus. Et là, il n'accepte pas. Meir Lansky, ce n'est pas une décision qui lui convient et il décide d'amener le cas et son dossier devant les tribunaux. Exactement. Donc, comme on a dit précédemment, quand l'administration prend une décision qui ne convient pas à un citoyen, donc c'est pour n'importe quoi, le citoyen a un droit, en fin de compte, d'aller au tribunal, demander à casser cette décision en argumentant qu'elle n'est pas raisonnable ou que l'interprétation faite de la loi n'est pas bonne, tout simplement. Donc, on est là, Lansky arrive à la Cour suprême. Ça va jusqu'à la Cour suprême. Ça va à la Cour suprême devant 5 juges, et pas des moindres à l'époque. Encore une fois, c'est des gens qui ont quand même une sacrée aura. Et donc, son cas est traité. La question, en fait, est posée. Qu'est-ce qu'un passé judiciaire ? Et qu'est-ce qu'un passé judiciaire qui risque de causer un danger
à la société israélienne. Ouais. Et donc, tout ce procès, en fait, va traiter de ces questions-là. Qui est dangereux et qui a un passé judiciaire? Parce que, encore une fois... Et quel type de passé? Tout à fait, tout à fait. À ce moment-là, Meir Lansky n'a pas de casier. On sait pertinemment qui il est, on sait pertinemment qu'est-ce qu'il fait, mais en fin de compte, il est libre comme l'air. Il n'a jamais été attrapé pour ça. Exactement, à ce moment-là, il est libre comme l'air et personne ne lui a jamais fait quoi que ce soit. Et donc, et ça c'est un petit peu, comme on dit, en bien ou en mal, c'est la force des tribunaux israéliens, c'est cette capacité d'interpréter la loi. Et là, il décide de l'interpréter comment? Il refuse. Est-ce qu'il confirme cette décision? Alors, ils vont confirmer la décision du ministre pour dire que tout d'abord, elle est raisonnable, elle est dans le degré du raisonnable, et ils vont expliquer, ils vont dire d'abord, la loi ne dit pas qu'une personne doit avoir été condamnée pour pouvoir prouver qu'elle a un passé judiciaire. C'est-à-dire que le ministre ou le fonctionnaire en question a le droit de considérer, sur base d'informations qu'il aura reçues ou pas, que cette personne-là est dangereuse ou risque d'être dangereuse. Risque de troubler l'ordre public. Exactement. Et donc, ils arrivent à une conclusion que même si effectivement ça aide, une inculpation, une condamnation va faciliter le travail du fonctionnaire, une situation dans laquelle il n'est pas inculpé peut tout aussi bien être interprétée comme quelqu'un qui a un passé criminel. Et, oui. Et donc, là, c'est donc le cas de Lansky. Est-ce qu'il est extradé, immédiatement renvoyé? Il est effectivement, il se trouve dans une situation où donc il n'a pas la nationalité israélienne, on lui demande de partir. Il est là depuis trop longtemps, il ne peut pas continuer, il n'a pas de visa. Il faut Merci, au revoir. Il part. Aux États-Unis, il va effectivement avoir un procès pour donc il est arrêté. Fiscal. Il est arrêté là-bas. Je pense qu'en fin de compte, si je ne me trompe pas, il va faire un petit peu de prison même. Il a été acquitté. Non-lieu, acquitté. Exactement. Non-lieu, aucune charge n'est retenue contre lui. Et là, est-ce que des questions se posent? Parce qu'effectivement, il n'a pas de condamnation ni aux États-Unis. Enfin, il n'a pas de condamnation aux États-Unis. Il ne peut pas refaire une demande parce que ça y est, c'est fini. Il a été refusé. Il ne peut plus devenir israélien. Donc voilà, après, il y a des questions qui se posent par rapport à ça. Est-ce que des candidats ayant même des antécédents mineurs aujourd'hui peuvent se voir refuser la nationalité? Est-ce que toi, tu connais des cas où effectivement des gens, dans le même cas de figure que peut-être Meir Lansky, mais aujourd'hui, je ne sais même pas s'il y a des criminels de ce calibre qui demandent à venir en Israël. Il y en a quelques-uns, mais c'est d'une autre, c'est plus de la criminalité, pareil, financière, on peut dire. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu as eu vent dans ton métier de cas Alors oui, il y a des cas, encore une fois, on passe de cas pratiques où quelqu'un qui peut même avoir un casier judiciaire suite à des infractions de la route. Une bagarre, par exemple, une bagarre. Exactement, une bagarre, des infractions de la route peut être considérée comme quelque chose, comme un acte qui pourrait être la base d'un refus d'immigration. Mais ça peut être la base. Par exemple, moi, je n'ai jamais rencontré personne qui s'est vu refuser, aucun juif qui s'est vu refuser la nationalité. Déjà, on ne connaît pas tous les refus qui n'ont pas donné lieu à un appel ensuite. Non, bien sûr, mais je parle Non, dans le sens, je veux dire, il y a sûrement beaucoup de dossiers qui ont été refusés. La personne n'a pas voulu aller plus loin pour des raisons de confidentialité, pour ne pas vouloir s'exposer non plus. Je veux dire, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les personnes reçoivent un refus et ne veulent pas aller plus loin. D'accord. Et puis, ce qui se pose comme question, c'est en fait la considération relativement large qu'a un fonctionnaire qui n'est pas toujours, je pense, apte à comprendre et à comprendre un système judiciaire, un système pénal en fait d'autres pays pour comprendre quelle est la situation de telle ou telle personne et est-ce qu'effectivement est dangereux ou pas dangereux. Que ce soit une personne qui se trouve dans un procès à l'étranger pour des raisons X, Y, Z, comme on dit, et en fin de compte, il y est juste là, mais peut-être par erreur ou peut-être pour d'autres raisons, mais il n'a aucun casier judiciaire, il n'a aucun passé criminel, mais juste le fait qu'il y soit dans le cadre d'un procès peut lui voir interdire une entrée en Israël. Donc ça laisse beaucoup de pouvoir donc, aux fonctionnaires, même si encore une fois il y a des recours. Il y a toujours des recours, la Cour et la Cour suprême bien sûr. Exactement. Alors moi je me posais une question, je me disais que
puisqu'on parle de la loi du retour et d'Aliyah, en règle générale, un Olé Hadash, un candidat, un nouvel immigrant, il vient en Israël en tant que juif, il demande la nationalité israélienne, mais il conserve la nationalité du pays d'où il vient. Donc ça en fait des binationaux. Donc les gens y viennent, ils ont la double nationalité, et dans le cas de figure où une fois qu'ils ont obtenu la nationalité israélienne, ils commettent des crimes ou des délits graves sur le sol israélien. Est-ce que toi tu sais si la loi israélienne prévoit, par exemple, est-ce que c'est dans la loi, est-ce qu'on peut déchoir quelqu'un de sa nationalité israélienne, l'expulser vers son pays d'origine? Comment est-ce que ça se passe? Alors, il faut distinguer deux situations. Il faut distinguer une situation où une personne a réalisé des crimes avant de devenir israélien, et dans le cas de sa demande, a omis volontairement de déclarer qu'il avait un passé. Donc il a une déclaration mensongère sur base de laquelle il a pu recevoir la nationalité. Et donc à ce moment-là, oui, on peut le déchoir. Pourquoi? Parce que tu as menti. Après, une fois qu'il est israélien, s'il commet un crime en Israël, Israël va le juger comme n'importe quel autre Israélien, va lui donner une peine de prison s'il est coupable, etc. Il y a juste une loi en Israël qui permet à retirer la nationalité d'un Israélien, c'est si ce même Israélien a été reconnu coupable de terrorisme ou d'aide à une organisation terroriste ou contre l'État, etc. etc. Je n'ai pas suffisamment d'informations pour te dire exactement si ça a déjà été appliqué, oui, et quand et comment, mais je pense que c'est relativement extrême aussi, donc il faut tout ça prendre en proportion. Mais même le cas de Meir Lansky, c'est quand même, jusqu'à aujourd'hui, on le connaît, pas parce que les termes juridiques de ce procès ont été tellement importants, même si c'est relativement intéressant si on lit effectivement la décision de justice, c'est vraiment un jeu d'échecs juridiques, de compréhension, etc. etc. D'interprétation, c'est vraiment une question fondamentale. Israël est le pays des Juifs. Est-ce qu'on doit recevoir tous les Juifs ou est-ce qu'on peut faire un tri des Juifs qu'on a envie de recevoir? D'ailleurs, en 1954, ça me fait penser, un des parlementaires, des Chavrei Knesset qui ont voté cette loi, ils ont dit « Mais moi, je ne veux pas du tout de ce paragraphe-là qui dit que la personne ne peut pas avoir un passé judiciaire. Israël est le pays des Juifs. » De tous les Juifs. Y compris des criminels, on les aura chez nous. Est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? Je ne sais pas. On laisse chacun se faire son opinion et décider, même si j'ai une idée qui est sûrement différente de la tienne d'ailleurs, comme d'habitude. Greg, merci beaucoup pour ce moment, pour cette histoire encore pas banale. Et puis, je te compte sur toi pour nous dénicher une autre histoire, un autre procès, une autre loi intéressante dont on pourra parler la prochaine fois. Merci. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir.